Le budget de l'audiovisuel public, je le rappelle, c'est 4 milliards d'euros par an. Et il aurait fallu consacrer moins de 2% juste du budget d'une année de l'audiovisuel public pour sécuriser le Louvre. Juste moins de 2% de ce qu'on donne à l'audiovisuel public pour sécuriser le Louvre et pour éviter cet incident, enfin ce vol plus le regrettable qui est humiliant. Ce mercredi 10 décembre, Delphine Ernotte est auditionnée par la commission d'enquête sur la neutralité de l'audiovisuel public et on en parle ce matin. C'est parti pour la seconde interview frontale. Frontière, la matinale, l'interview frontale. Charles Along, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de votre invitation. Il est 9h05, mais la raison pour laquelle on vous reçoit ce matin est une raison suffisamment importante, même si à chaque fois, tous nos invités, évidemment, sont plus importants les uns que les autres. Mais l'idée ce matin est de parler peut-être de certaines exclusivités. Vous nous donnez un petit peu des nouvelles de tout ce qui est en train de se passer. Je sais que vous êtes très fatigués, donc je vous remercie aussi d'être avec nous ce matin parce que j'ose même pas imaginer les heures qui sont passées à écouter, à être concentré. Ça doit être aussi beaucoup de chiffres qui ressortent, beaucoup d'informations. Première question que j'ai envie de vous poser avant de rentrer un peu dans le détail de cette audition qui va arriver dans la journée. Comment se passe cette commission d'enquête ? Écoutez, elle se passe très bien. On est aux prémices de cette commission d'enquête. Il y a déjà eu à peu près 4 auditions sur une cinquantaine, une soixantaine qu'on réalisera sur les 10 prochaines semaines. Et en fait, vous voyez... on a eu beau avoir fait que 4 auditions, il y a déjà nombre de révélations qui ont été faites ces derniers jours et qui, je pense, sont en train de d'étonner, même d'abasourdir des millions de Français qui suivent avec passion et intérêt cette commission d'enquête. Ils la suivent avec intérêt parce qu'il s'agit de 4 milliards d'euros d'argent public, d'impôts, financés par la TVA. J'ai tendance à le rappeler, mais je pense que c'est important que les Français l'inscrivent un peu dans leur tête. 4 milliards d'euros, c'est la moitié du budget du ministère de la Culture. C'est une somme qui est loin d'être anodine, qui est même colossale. Avec 4 milliards d'euros, on pourrait par exemple financer 400 écoles, on pourrait financer le salaire de 100 000 professeurs chaque année, on pourrait construire 20 000 places de prison. On pourrait par exemple opérer un grand chantier de réhabilitation de grands monuments, de châteaux, d'églises, de cathédrales qui tombent aujourd'hui en ruine en France. Tout à fait. Il faudrait une année d'audiovisuel public pour sauver nombre d'églises, de cathédrales, même l'intégralité en France qui sont menacées de disparaître et de tomber en ruine. Donc tout ça pour dire, au-delà des chiffres, parfois on a tendance à ne pas faire la différence entre des millions, des centaines de millions, des milliards, 4 milliards d'euros. C'est une somme qui est extrêmement importante. Cette commission d'enquête, c'est la première fois que l'Assemblée nationale se saisit de ce sujet de l'audiovisuel public sous le format d'une commission d'enquête. C'est donc un travail inédit qu'à l'UDR, avec Éric Ciotti, on a voulu provoquer. J'en ai l'honneur d'être le rapporteur et donc j'essaie de me montrer à la hauteur de ce travail. Ça nécessite, vous le disiez, beaucoup de méthodes, beaucoup de rigueur, beaucoup de documents aussi à éplucher, de rapports à lire, de chiffres à repérer. Et donc pour vous répondre, effectivement, on a eu pour l'instant que 4 auditions, mais nombre de révélations. Je peux vous en citer quelques-unes pour les auditeurs qui n'ont pas suivi l'ensemble de ces auditions. On a appris par exemple que Madame Ernotte, alors que depuis son arrivée en 2015, elle avait plongé France Télévisions dans une situation de quasi-faillite, en cumulant près de 81 millions d'euros de déficit, en plongeant la trésorerie dans le négatif, à moins 4 millions, en divisant les capitaux propres, en ramenant les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, ce qui, selon le Code du commerce, eh bien, fait peser un grand risque de dissolution sur l'entreprise. Eh bien, on a appris de la Cour des comptes la semaine dernière que Madame Ernotte toucherait une prime de performance. Vous voyez, dans certaines entreprises publiques et dans l'administration, visiblement, plus vous cramez la caisse, plus vous dépensez de façon dispendieuse l'argent des Français, plus vous êtes récompensé. On a appris notamment aussi, il y avait eu une affaire qui était sortie dans les médias. Madame Ernotte, en 2023, lorsqu'elle s'est déplacée au Festival de Cannes, a utilisé des suites au Majestic à 1 700 € la nuit pendant une dizaine de jours, pendant 10 jours, avec quelques-uns de ses dirigeants, de membres de son équipe dirigeante. J'ai appris par l'audition de la Cour des comptes qu'en fait, cette somme n'avait pas été réglée par France Télévisions, mais par des sociétés de production. Probablement des sociétés de production qui bénéficient de contrats à la main de Delphine Ernotte, qui sont attribués par l'argent du contribuable. Ce qui peut s'assimiler, et je parle au conditionnel en mettant des guillemets, probablement à de la corruption. Donc, vous voyez, ça fait aussi partie de ces grandes questions très lourdes que je poserai à Delphine Ernotte cet après-midi. L'audition va durer une bonne demi-journée.
Je pense que malheureusement, une demi-journée ne suffira pas à pouvoir écluser l'ensemble des questions que j'ai à lui poser. Donc, il faudra probablement qu'elle revienne aussi en fin de commission d'enquête. Mais des sujets très lourds, de graves dysfonctionnements sur l'utilisation de l'argent public, sur des gabegies considérables. Je parlais des suites au Majestic, mais je peux aussi rappeler aux Français que le salaire moyen, par exemple, chez France Télévisions, c'est 72 000 euros par an. Ce qui situe le salarié moyen de France Télévisions dans les 9% des Français les mieux rémunérés. Les journalistes de Radio France, par exemple, disposent de 14 semaines de congés payés. On a une trentaine de directeurs chez France Télévisions qui gagnent plus que le président de la République, qui gagnent plus que de 200 000 euros par an. On a une cinquantaine de personnes chez France Télévisions qui disposent de véhicules de fonction ou de voitures avec chauffeur. Donc vous voyez, en fait, sur toutes ces gabegies, sur l'état grave financier qui fait peser un risque de faillite et de dissolution sur France Télévisions, sur les conflits d'intérêts qui minent aussi ces entreprises avec des dirigeants qui font des navettes entre des sociétés de production où ils sont grassement payés et l'audiovisuel public pour signer toujours plus de contrats pour ces sociétés de production, plus toutes les entorses au principe de neutralité que vous êtes nombreux à constater, et je sais que Frontières fait preuve d'une grande vigilance pour parler et braquer le projecteur sur ces sujets. Ça fait une commission d'enquête très dense et je crois qui était d'utilité publique. Qui est d'utilité publique, mais avec tout le respect que j'ai pour votre travail, j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas forcément compte de l'enjeu. Et j'aimerais ce matin que ça donne envie aussi aux gens de s'intéresser à cette commission d'enquête. Parce que je découvre, il y a quelques jours, je ne me rends pas forcément compte. Et c'est vrai que je pense que même les personnes qui nous écoutent ne se rendent pas compte de ce que ça leur coûte. Vous faites un tweet où vous expliquez que l'audiovisuel public représente pour les Français un abonnement forcé annuel de 100 € par foyer qu'ils payent chaque jour par la TVA. Concrètement, il y a des abonnements qu'on choisit, par exemple la Frontière, il y a des abonnements sur certaines plateformes, il y a Amazon qui a fait une plateforme, il y a Netflix, et quand on n'est pas d'accord, on peut se désabonner. En revanche, pour France Télévisions, pour le service public, on y est forcé. Donc ça regarde nos auditeurs, il faut qu'ils s'y intéressent. Vous avez parfaitement raison, d'autant plus qu'il y a eu un changement de loi récent. Vous vous souvenez peut-être de cette fameuse redevance. Avant, les Français payer sur leur fiche d'impôt une redevance, mais il fallait cocher la case, il fallait disposer d'une télévision ou d'une radio. Tout à fait. Parce que vous étiez donc de fait consommateur de chaînes de l'audiovisuel public. Depuis la suppression de cette loi, qui d'ailleurs n'a pas fait grand bruit, tous les Français payent l'audiovisuel public. Et c'est même pas tous les Français, c'est tous ceux qui font des achats au quotidien. Vous achetez une baguette de pain, vous allez au restaurant, vous achetez un billet de cinéma, vous achetez le magazine Frontières, il y a une partie de TVA qui va être affectée à l'audiovisuel public. Donc, que vous disposiez ou non d'une télévision, d'une radio, que vous consommiez ou non les chroniques des humoristes de gauche de France Inter ou certaines émissions complètement à charge sur le Rassemblement national, et que vous soyez au RSA ou que vous soyez millionnaire, chacun contribue à proportion de ses achats du quotidien. Donc, c'est évidemment un sujet qui concerne l'ensemble des Français. Et plus je creuse ce sujet, plus j'épluche les rapports, plus je pose les questions, que ce soit à la Cour des comptes ou aux dirigeants de l'audiovisuel public, plus je me rends compte des gabegies abyssales de cet argent depuis des années. Donc vous avez parfaitement raison, c'est important que les Français se saisissent de ces questions. Je les invite, mais je vous assure qu'ils sont de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. Je vois les aussi. vidéos de ces auditions font un carton. Alors certes, parce qu'il y a des révélations auxquelles personne ne s'attendait, mais aussi parce que je sens que les Français maintenant en ont ras-le-bol, que année après année, on leur demande toujours plus d'efforts, qu'on augmente leurs impôts, qu'on augmente leurs taxes pour des gabegies toujours plus considérables et un sentiment d'impunité totale de la part de ces quelques dirigeants qui continuent à vivre grand train et en plus à mépriser les Français au quotidien. Exactement, et sur cette même partie concernant le budget, vous faites une comparaison que je trouve intéressante parce que ça regarde les actualités récentes, notamment par rapport au Louvre, ce qui s'est passé, des joyaux qui ont été les joyaux de la couronne, nos joyaux, les joyaux de tous les Français, parce que ça nous appartient, ça appartient à notre histoire, ont été volés. Et vous le dites, il n'aurait fallu que 2% du budget du ministère de la Culture ou du salaire de 100 000 professeurs pour justement sécuriser le Louvre. Et ça vaut pour le Louvre et ça vaut pour énormément d'espaces culturels. C'est hallucinant de comprendre au fur et à mesure, et ma question, ça va être la suivante. Est-ce que vous-même, vous êtes choqué parce que vous apprenez au fur et à mesure que vous épluchez tous ces papiers, tous ces chiffres ?
Vous avez totalement raison, et cette comparaison m'a fait froid dans le dos. Donc le budget de l'audiovisuel public, je le rappelle, c'est 4 milliards d'euros par an. Et il aurait fallu consacrer moins de 2% juste du budget d'une année de l'audiovisuel public pour sécuriser le Louvre. Juste moins de 2% de ce qu'on donne à l'audiovisuel public pour sécuriser le Louvre et pour éviter cet incident, enfin ce vol plus le regrettable, qui est humiliant, qui meurtrit quasiment dans notre chair intime et profonde notre âme française. C'est aussi l'équivalent du déficit cumulé par Delphine Ernotte. 80 millions d'euros, donc à peu près ce qu'il aurait fallu pour sécuriser le Louvre, c'est en fait le déficit cumulé par Delphine Ernotte depuis qu'elle est arrivée à la tête de France Télévisions, parce que non contente de disposer de près de 2,5 milliards d'euros pour France Télévisions chaque année d'argent public, eh bien, en dépit de ce budget qui est colossal, elle a quand même réussi à creuser le trou du déficit de France Télévisions, à ne pas voter des comptes à l'équilibre, notamment cette année, et donc à creuser un déficit de 80 millions, soit la somme qu'il aurait fallu pour sécuriser le Louvre. Donc ces chiffres donnent le tournis. Je trouve que ces chiffres d'ailleurs écœurent nombre de personnes. J'attends des réponses très claires, très simples de Delphine Ernotte. Est-ce que, par exemple, elle renonce à sa prime de performance alors qu'aucun indicateur financé ou indicateur tout simple ne justifie une telle performance? Est-ce que elle fera toute la lumière, par exemple, sur cette suite au Majestic? Est-ce que le fait d'avoir accordé une subvention à l'association de la femme du numéro 2 de France Télévisions, Monsieur Sidmon Gomez, qui en plus, j'aimerais passer peut-être 30 secondes, une minute sur le profil de cette personne-là, Monsieur Sidmon Gomez, est le grand numéro 2 de France Télévisions. C'est une personne qui, avant d'être embauchée chez France Télévisions, n'avait été embauchée que par Europe Écologie Les Verts. Il était assistant d'élu, il a été directeur des campagnes de Cécile Duflot et d'Eva Joly. Il participait à des manifestations au début des années 2010 pour Jean-Luc Mélenchon. Il était même d'ailleurs le référent local de la France Insoumise dans un quartier à Paris au début des années 2010. Cette personne, Delphine Ernotte, est venue la chercher, l'a nommée directeur de cabinet, et puis cette personne a pris du galon et est devenue numéro 2 de France Télévisions quelques années après. On a appris que cette personne était directeur des programmes et aussi a le rattachement de l'information et le grand patron de l'information depuis quelques semaines, alors que les entorses au principe de neutralité se succèdent. Donc on le vit aussi comme une forme d'impunité et même d'humiliation pour les auditeurs. Je rencontre beaucoup de journalistes qui, depuis que mon nom est sorti comme rapporteur, font le choix de me rencontrer en off, me livrent beaucoup d'informations. Je leur garantis une totale confidentialité parce qu'ils me font part d'un climat de pression terrible chez France Télévisions. Il y a d'ailleurs eu un rapport sur le climat social extrêmement tendu qui est sorti il y a quelques mois à la demande du CSE de France Télévisions. Et donc, ces journalistes me disent tous qu'ils se sentent absolument méprisés, que pour la première fois de l'histoire de France Télévisions, le grand patron de l'info, celui qui est le manager des près de 4000 journalistes de France Télévisions, ne dispose pas de carte de presse et ne soit pas un journaliste, soit un militant, en plus revendiqué. Donc voilà, c'est aussi toutes ces dérives-là, toutes ces entorses parfaitement assumées, de plus en plus assumées au principe de neutralité, qui est un principe légal inscrit dans la loi Léotard de 86, qui est un principe quasiment à valeur constitutionnelle, que je vais essayer aussi d'éclairer à l'aune de mes questions. Sur ce climat de tension, je pense qu'il est aussi, il fait aussi écho à certains échanges d'emails que le JDD a révélés entre donc France Télévisions et la Cour des comptes, c'était aux environs de mai 2025, qui visaient à reporter la publication du rapport accablant sur la gestion des comptes et des finances. Et ça, vous en parlez également. Vous allez lui en parler cet après-midi. Je vais évidemment lui en parler parce que c'est un véritable scandale. Pour vous reposer le contexte, la Cour des comptes, pour la dernière fois, était venue en 2016 auditer les comptes de France Télévisions. C'est extrêmement rare que la Cour des comptes a mis quasiment 10 ans avant de revenir en 2025 auditer les comptes de France Télévisions. Pour un groupe qui reçoit plus de 2,5 milliards d'argent public, c'est extrêmement grave d'attendre autant de temps. J'ai travaillé à la Cour des comptes pendant 6 mois à l'occasion d'un stage de fin d'études. N'en déplaise à Pierre Moscovici qui m'explique que je ne connais pas visiblement la Cour des comptes et son fonctionnement.
Visiblement, il aurait pu regarder d'un peu plus près mes différentes activités et ce que j'avais pu faire par le passé, mais on peut lui pardonner. Je mets ça sur le compte de son militantisme et de son activisme politique. Donc il a fallu 10 ans quasiment pour que la Cour des comptes revienne mettre son nez dans les comptes de France Télévisions. On a appris que la Cour des comptes avait publié son rapport et ses conclusions, bizarrement, quelques jours seulement après la décision de l'Arcom de reconduire pour un 3e mandat consécutif Madame Ernotte. Ce qui est parfaitement inédit, aucun dirigeant de l'audiovisuel public n'a cumulé 3 mandats à la tête d'un groupe aussi important. Même faire 2 mandats, c'est extrêmement rare. Le prédécesseur de Madame Ernotte, M. Pfimelin, s'est arrêté au bout d'un mandat. Bon, là, on apprend que la Cour des comptes sort son rapport, ses conclusions, quelques jours après que l'Arcom ait pris la décision de renommer Delphine Ernotte pour un 3e mandat, alors que la Cour des comptes révèle 80 millions d'euros de déficit, une situation de quasi-faillite, une trésorerie négative, des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social de l'entreprise, qui fait peser, selon le Code du commerce, un risque de dissolution, que le président de la 3e chambre de la Cour des comptes, que j'ai auditionné la semaine dernière, m'explique que la situation est extrêmement grave et qu'effectivement, France Télévisions menace de disparaître si l'État ne recapitalise pas, si les Français ne remettent pas en plus au pot en 2026, l'année prochaine. Et j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui m'affirment, qui me certifient avoir été témoin et en copie d'un mail envoyé par le secrétaire général de France Télévisions, M. Tardieu, au président de la 3e chambre de la Cour des comptes, responsable du pôle culture, responsable de cette mission d'audit des comptes de France Télévisions, avec d'autres personnes en copie. On m'a lu le mail, j'ai noté les verbatims. Ces personnes qui ont fait cet acte de courage sont tellement terrorisées à l'idée de me transmettre le mail qu'ils m'ont garanti, je ne vous dis pas si aujourd'hui j'ai ce mail ou pas, mais ils m'ont garanti qu'ils attendraient le démarrage des travaux de la commission d'enquête, que cette commission d'enquête aille au bout pour me transmettre le document, parce que c'est un acte éminemment risqué pour eux. Donc on aurait le secrétaire général de France Télévisions, à la demande de Delphine Ernotte, qui aurait envoyé un mail sur des membres de la Cour des comptes qui travaillaient au rapport de France Télévisions pour exiger de la Cour des comptes qu'ils publient leur rapport, qu'ils décalent la date de remise du pré-rapport et donc aussi du rapport définitif après la reconduction de Delphine Ernotte, arguant d'ailleurs d'arguments fallacieux expliquant que le prédécesseur de Delphine Ernotte, Rémy Pfimelin, était mort d'un cancer probablement suite au précédent rapport de la Cour des comptes qui a été sorti. Monsieur, j'en terminerai là, Monsieur Nasser Mehda, président de la 3e chambre de la Cour des comptes, a été auditionné la semaine dernière. Je lui ai posé la question à 4 reprises. Avez-vous, oui ou non, reçu un mail du secrétaire général de France Télévisions vous demandant de décaler la publication de votre rapport ou votre rapport? Ma question était toute simple, c'était une question fermée, qui appelait soit une réponse oui, soit une réponse non. Les Français sont témoins, beaucoup ont regardé la séquence, ils peuvent regarder l'intégralité de l'audition, elle est publique. Cette personne n'a jamais voulu me répondre, ni par oui, ni par non, n'a jamais voulu me répondre tout court à cette question en dépit de mes relances, a usé des mêmes éléments de langage qu'il avait visiblement soigneusement préparés, parlant d'indépendance, mais n'a jamais voulu répondre à ma question. Une personne qui prête serment devant une commission d'enquête et qui ment, qui est donc coupable de parjure, risque plusieurs années d'emprisonnement et risque une amende de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, beaucoup de personnes m'ont écrit. Cette séquence, d'ailleurs, a été vue des millions de fois sur les réseaux sociaux. Elle a plus qu'interpellé, elle a choqué, je pense, des millions de Français qui se disent que dans un moment financièrement aussi critique, de voir des hauts magistrats qui sont garants de la transparence, de l'audit des comptes publics, de la bonne affectation de l'argent des Français, eh bien, louvoyer pour éviter à tout prix et de façon très laborieuse de répondre à des questions sous serment de la représentation nationale dans le cadre d'une commission d'enquête pour éviter d'être coupable de parjure, je crois que c'est le signe direct de l'affaissement de nos institutions, du discrédit aussi qui frappe aujourd'hui la Cour des comptes. Et M. Moscovici n'en est pas à sa première, parce que souvenez-vous, en janvier 2024, il a avoué avoir décalé la publication du rapport sur la loi immigration, enfin un rapport sur l'immigration,
parce qu'il ne voulait pas biaiser les débats du Parlement à l'occasion de la loi immigration. Donc il a décalé la publication de ce rapport après le vote de cette loi immigration, alors que le rôle de la Cour des comptes, au contraire, est d'éclairer la représentation nationale et d'éclairer les Français, notamment quand il y a des grandes décisions à prendre. L'Arcom aurait dû être éclairé avant de savoir s'ils allaient reconduire ou non Delphine Ernotte sur sa gestion, sur son bilan, sur ses gabegies, sur ses graves dérives financières. Elle ne l'a pas été. Et quelque chose me dit qu'il y a eu des pressions, évidemment, qui ont été faites de la part de la direction de France Télévisions. Franchement, ça va être, je pense, un épisode de cette série extrêmement important cet après-midi. Ce qui, je pense, a choqué certains. Je pense à tous ceux qui se réveillent tôt le matin et qui se couchent très tard le soir. Je pense à nos agriculteurs qui actuellement sont encore et depuis un certain temps maintenant, dans une crise absolue. À toutes ces personnes, je pense aux infirmiers, aux forces de l'ordre qui sont payés de manière assez injuste par rapport à tout leur travail et on apprend certaines primes de performance. On apprend parce que peu se rendent compte du salaire, mais par exemple pour Delphine Ernotte, sa rémunération annuelle brute, elle avoisine les 400 000 euros. 400 000 euros, c'est une maison, et meublée largement. C'est le fait de pouvoir avoir des enfants tranquillement. C'est une sécurité, Claire. Et c'est hors prime, visiblement. Et c'est hors prime, voilà. Parce que ce qu'il faut réaliser, c'est que là, ce qui fait du bruit, c'est cette prime de performance qu'on découvre, une prime variable qui pourrait atteindre jusque 78 000 euros, vous me corrigerez ensuite, mais qui est versée alors que la situation financière, parce qu'on la connaît maintenant, est extrêmement risquée, que tous les indicateurs sont au rouge, et pour autant, on voit des primes, et ce ne serait certainement pas la seule à toucher certaines primes. Ça pose question aussi dans la France de Macron qui est concrètement en danger de mort pour beaucoup. Ça pose évidemment question. Il y a ces sujets de salaire indécent, d'avantages en nature tout aussi indécents. Et puis il y a ces sujets encore plus graves qui d'ailleurs sont passibles de poursuites pénales. Alors je vais m'exprimer au conditionnel parce que évidemment que les auditions seront là pour faire toute la lumière. Mais il y a par exemple des chronologies qui interrogent. Je vais vous citer le cas d'une ancienne dirigeante de France Télévisions. Elle a été la grande directrice de France 5 et directrice des programmes de France Télévisions. Elle s'appelle Nathalie Darrigran. Je vous invite à aller regarder son profil. Tout ce que je dis chronologiquement est avéré, donc j'attends avec hâte de pouvoir l'auditionner. J'attends avec hâte aussi d'avoir la réponse de Delphine Ernotte tout à l'heure sur le sujet. Madame Darrigran est directrice de France 5. Elle confie à une société de production, Together, société de Renaud Levanquim, proche de Delphine Ernotte, ancien militant de la Ligue communiste révolutionnaire. Très bien. Elle lui confie 2 des plus belles émissions de France 5, que sont C'est ce soir et C'est politique, pour des montants de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros sur un temps long, sur plusieurs années. Cette personne-là, Nathalie Darrigran, après avoir signé ces contrats extrêmement lucratifs, est licenciée de France Télévisions. On me dit qu'elle aurait bénéficié d'une indemnité de licenciement de près de 400 000 euros. Chose que j'ai réclamée aussi dans mon pouvoir de rapporteur de contrôle sur place et sur pièce. Bon, cette personne est licenciée. Où est-ce qu'elle se retrouve après son licenciement ? Bizarrement, elle se retrouve à la tête de ces mêmes émissions, mais dans la société de production à qui elle a confié ces contrats parfaitement lucratifs. Et visiblement, il fallait grandement récompenser cette personne puisqu'elle a fini à la tête de la société de production de Renaud Levanquim Together quelques mois après. Des cas comme ça, on a aussi celui de Takis Spandylus qui a fait la même chose avec une autre société de production. La deuxième a bénéficié des plus gros contrats de France Télévisions, c'est Banijay. Monsieur Candylus n'a pas cessé de faire des navettes entre la direction de France Télévisions et la direction de Banijay, où, me dit-on, il est payé des millions d'euros pour avoir fait augmenter la part de chiffre d'affaires dépendant de France Télévisions pour Banijay. Donc des cas comme ça, qu'on peut, de façon la plus pudique qu'il soit, qualifier de pantouflage, qu'on peut qualifier pénalement de prise illégale d'intérêt ou de pacte de corruption. Des cas comme ça. Et je ferai toute la lumière, j'obtiendrai toutes les pièces, je poserai toutes les questions, même celles qui dérangent à ces dirigeants qui ont couvert ces pratiques, qu'ils ont même probablement encouragées. Moi, mes cœurs au plus haut point. Parce que n'importe quel fonctionnaire, n'importe quel haut fonctionnaire, n'importe quel élu de la République, s'il commettait le 10e d'une telle prise illégale d'intérêt, c'est même pas la case HATVP, Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique, ou la case déontologue par laquelle il passerait, c'est par la case pénale. N'importe quel dirigeant d'entreprise ou salarié d'entreprise qui confierait
un fournisseur des contrats de plusieurs millions pour ensuite se faire licencier par de l'argent public et basculer chez ce même fournisseur sans attendre un certain délai ou sans activer une clause de non-concurrence ou de non-conflit d'intérêt serait également poursuivi. Donc moi, j'aimerais comprendre pourquoi, dans le service public de l'audiovisuel qui coûte si cher aux Français, de telles pratiques sont encouragées, sont même tolérées et sont couvertes. Je voudrais dire un dernier point sur le sujet. Madame Ernotte et les dirigeants de l'audiovisuel public, vous savez, crient à l'extrême droite à chaque fois qu'on parle d'une éventuelle privatisation de l'audiovisuel public. Moi, je me suis jamais exprimé sur le sujet parce que je tiens à ce rôle de rapporteur, je tiens à mon travail méthodique et je veux pas commettre de conclusions aux prémices de cette commission d'enquête. Mais ce qu'il faut voir, c'est que sur le milliard d'euros, sur les 2,5 milliards du budget de France Télévisions qui sont attribués à la production et au programme, il y a des centaines de millions qui sont déjà attribués à des sociétés de production privées. Certaines sont même possédées par des grands fonds d'investissement américains. Donc ces pratiques et l'usage de cet argent public a d'ores et déjà privatisé l'audiovisuel public. Quand vous donnez plus de 100 millions d'euros à Media One, une entreprise qui aujourd'hui bat pavillon américain, qui a été rachetée à majorité par le fonds KKR, quand vous transformez des centaines de millions d'euros d'argent public, d'argent du contribuable, des impôts des Français, en dividendes pour des dirigeants de fonds américains, la privatisation, elle est déjà là. Donc voilà, moi je suis là pour dénoncer ces pratiques, pour obtenir toutes les réponses à ces questions. Visiblement, poser des questions, c'est déjà être d'extrême droite, mais je pense que les Français, quel que soit leur bord politique, soutiennent les travaux de cette commission et attendent des réponses fermes. Ils attendent des réponses fermes et vous attendez, chers auditeurs, ça on le sait, des réponses fermes. J'en profite en parlant de privatisation. Nous sommes chez Frontières un média indépendant et c'est grâce à vous qu'on survit et qu'on peut avoir l'exclusivité aussi de ces informations avec le député Charles Laloncle. C'est un honneur de vous avoir ce matin aussi pour en parler parce qu'on sait à quel point ces informations sont précieuses et vont être précieuses cet après-midi. Il y a une autre information qui avait été livrée par nos confrères de l'Incorrect. C'est sur certains propos qui avaient été donnés par notamment les journalistes Thomas Legrand et Patrick Cohen et qui discutaient avec des figures du PS. Donc cette vidéo avait été révélée en septembre de cette année et quand on voit un petit peu ce qui est rendu par rapport à ça, on entend d'ailleurs que le rédacteur en chef de la rédaction de l'Incorrect est auditionné. On sent que la justice va de l'autre côté, que le curseur est complètement déplacé. Est-ce que vous comptez également l'interroger sur la position de certains de ces journalistes qui, pour être très clair, sont tout sauf objectifs? Je me risque pas trop à être sur cette opinion-là, je crois. Quand on voit la manière dont l'affaire Thomas avait été traitée, dont l'affaire Naël, dont toutes ces affaires sont traitées. Et maintenant, on va dire la cerise sur le gâteau, on les voit main dans la main avec un parti politique. Est-ce que vous allez également lui parler de toutes ces accointances ? Cette affaire est extrêmement grave et en plus on a obtenu des révélations lors de l'audition de la présidente du comité d'éthique de France Télévisions. Pour rappeler très rapidement cette affaire, mais je pense que vos auditeurs sont déjà au courant, il y a quelques mois, Patrick Cohen et Thomas Legrand, une grande voix de l'audiovisuel public et un grand visage de l'audiovisuel public, payés par nos impôts, sont pris la main dans le sac dans un café avec des hiérarques du Parti socialiste, expliquant qu'à Paris, avec Patrick Cohen, ils allaient faire ce qu'il fallait pour éliminer Rachida Dati. Je dis avec d'autant plus d'objectivité que Rachida Dati n'est pas une figure de mon parti, mais ses propos, ses intentions, ses manigances me choquent au plus haut point parce que notre argent ne sert pas à des usages de propagande électorale, encore moins quand sont inscrits dans la loi des grands principes de neutralité, d'impartialité, d'objectivité, de pluralisme que doit garantir l'audiovisuel et notamment l'audiovisuel public, qui sont des principes rappelés dans nombre de décisions même du Conseil constitutionnel. Donc on a ces propos-là. J'interroge la présidente du comité d'éthique, Christine Albanel de France Télévisions, pour lui dire « Vous avez sorti un avis rapidement après l'affaire qui explique que la séquence diffusée par l'Incorrect est une séquence qui est tronquée, qui est montée, donc en quelque sorte qui est truquée, et que cette séquence, donc en quelque sorte manipulée, ne permet pas de dire autre chose que Patrick Cohen exerce son métier. Donc que la séquence révélée par l'Incorrect, au fond, montre simplement un journaliste, Patrick Cohen, effectuer sa mission de journaliste. Ça, c'est l'avis du comité d'éthique de France Télévisions, qui a permis de blanchir
Patrick Cohen, qui est toujours sur les antennes du service public, qui a toujours son rond de serviette sur France 5, exactement, et qui a permis à la direction de France Télévisions, sachant que le comité d'éthique est censé être indépendant. Mais Madame Albanel, ce qu'elle oublie de dire, c'est qu'elle a été collègue chez Orange de Delphine Ernotte, et Madame Albanel a eu aussi un collaborateur très proche pendant des années, Monsieur Tardieu, qui est lui-même secrétaire général de France Télévisions. Mais bon, Madame Albanel est censée être parfaitement indépendante de la direction de France Télévisions. Elle rend cet avis. La direction de France Télévisions se saisit de cet avis en disant « Mais vous voyez, Patrick Cohen, c'est le comité d'éthique indépendant qui le dit, ne fait rien d'autre que l'exercice de son métier de journaliste, on ne peut pas le sanctionner. » C'est une manipulation de l'extrême droite. Le montage a été tronqué, monté, truqué, ce que vous voulez. On ne peut pas faire confiance à l'extrême droite. Patrick Cohen a tout notre soutien. Quand j'interroge Madame Albanel, présidente du comité d'éthique la semaine dernière, elle me révèle plusieurs choses accablantes. Elle me dit, qu'elle n'a pas attendu le constat de l'huissier, qui a pourtant été fait à la demande de Patrick Cohen, et constat d'huissier qui indique qu'il n'y a eu ni montage, ni tronquage, ni trucage. Donc qui contredit l'avis du comité d'éthique. Elle n'a pas attendu ce constat d'huissier, et pire encore, quand je lui pose la question, je lui ai dit « Mais attendez, vous me dites que vous avez eu accès qu'à un extrait des propos de Patrick Cohen et Thomas Legrand. Est-ce que vous avez simplement réclamé l'intégralité de la séquence qui a été mise à disposition par les journalistes de l'Incorrect ?» Elle me dit « Ah ben non, c'est vrai, le comité d'éthique n'a pas réclamé l'intégralité de la séquence. » Donc, ils n'ont pas réclamé l'intégralité de la séquence. Ils n'ont pas attendu l'avis de l'huissier pour savoir si ce qu'ils disaient dans leur avis, comme quoi c'était tronqué et monté, était véridique, mais ils sortent leur avis, qui pourtant était scruté par des millions de Français, pour disculper Patrick Cohen et pour donner un blanc-seing à la direction de France Télévisions, qui expliquait le lendemain, écoutez, Patrick Cohen, et on ne peut pas remettre en cause la déontologie de ce journaliste, c'est une grande figure de l'audiovisuel public, il a tout notre soutien dans ce combat contre l'extrême droite. Bon. Voilà la supercherie qui a été, je pense, démasquée la semaine dernière lors de mon audition du comité d'éthique. Moi, je suis absolument effaré par ce genre de déclaration, par la légèreté de l'exercice des missions de ces membres du comité d'éthique, qui d'ailleurs en plus sont chargés, Delphine Ernotte et la direction de France Télévisions, me disant « Mais vous savez, je leur ai cité un certain nombre d'entorses. Je leur ai cité par exemple le bandeau que France Info avait fait il y a quelques mois parlant d'otages palestiniens, alors qu'il s'agissait de personnes qui avaient été condamnées pour actes terroristes et antisémites. Bon, ils ont osé parler d'otages palestiniens. Donc je lui ai cité un certain nombre de faits, et la présidente du comité d'éthique m'a dit « Mais vous savez, nous on est dépassés, on ne dispose d'aucun moyen, on ne peut pas faire de veille, donc on est là à titre symbolique, alors qu'il y a 2,5 milliards qui sont donnés par les Français chaque année à France Télévisions, et donc on voit que la direction de France Télévisions ne renforce même pas les pouvoirs de son comité d'éthique, ne lui affecte aucun moyen, même pas un service de veille. Ça montre à quel point, ça démontre à quel point toute l'ampleur de cette supercherie, et du fait qu'au-delà d'être un comité faussement indépendant, en fait c'est un comité Potemkin qui ne sert qu'à blanchir les décisions de la présidence et de la direction générale de France Télévisions. Il y a un point qui me paraît aussi crucial, parce que vous parlez effectivement de toujours cet ad Hitlerum des médias de droite. On a entendu parler de labellisation, à qui serait confié le droit de donner un label de bons ou de mauvais médias. Je pense qu'on peut déjà avoir certaines idées. Il y a tout de même des attaques contre les médias, notamment détenus par Bolloré, qui sont constants. Notamment, on voit dans une interview du Monde, qui est récente, que Delphine Ernotte accuse la galaxie médiatique de Vincent Bolloré de vouloir faire la peau de l'audiovisuel public. Et constamment, on entend quand même cette douce chanson qui est contre l'extrême droite, qui est toujours, en tout cas, contre tous ceux, même qui parlent de la France comme la France à l'ancienne, je parle comme d'une France rance. On se souvient de Jean Dujardin, qui était habillé en français caricatural, mais en bon français, et le bruit que ça avait fait. Tout ça sonne toujours comme un écho contre la droite. Toujours, et de manière répétitive. Est-ce que vous comptez également lui parler de ce manque d'objectivité et aussi de cette volonté de ses accointances peut-être avec l'Arcom, qui l'Arcom saute toujours sur les mêmes quand on voit certains comportements sur l'audiovisuel public, une fois de plus, on a envie de savoir
pourquoi plus certains que d'autres. Est-ce que vous allez l'interroger sur ses positions concernant les médias de Vincent Bolloré, notamment CNews, la fermeture de C8? Est-ce que vous avez prévu de faire ça? Absolument, d'autant plus que Delphine Ernotte est totalement sortie de son rôle de présidente de France Télévisions, en mettant une cible d'ailleurs sur le dos de nombre de journalistes de CNews, en expliquant, je la cite, CNews est une chaîne d'extrême droite. J'ai vu qu'elle avait récidivé récemment sur le plateau de Quotidien et dans d'autres interviews où elle ne le regrette absolument pas, alors que pourtant Delphine Ernotte est probablement la première qui doit faire le plus attention à ces principes consacrés par la loi d'objectivité, d'impartialité, d'honnêteté, d'indépendance, bref, de neutralité. Eh bien, elle est la première à donner un signal évident à l'intégralité de sa rédaction, qu'elle rompt avec ce principe-là, qu'elle se positionne dans le champ politique, parce que dire de quelqu'un, d'une rédaction, d'une chaîne d'opinion, d'une chaîne d'information, vous êtes d'extrême droite, c'est se positionner politiquement, c'est faire peser un risque éminent sur les personnes de cette rédaction, mais c'est aussi se poser politiquement, ce qui est une rupture fondamentale avec ces obligations de neutralité, qui sont je rappelle, des principes consacrés par le Conseil constitutionnel dans un certain nombre de décisions. Donc, de façon, en toute impunité, à visage totalement découvert, elle y va gaiement. De toute façon, c'est son 3e mandat. Rien ne peut l'arrêter. Elle va pas faire de 4e mandat, parce que déjà que c'est parfaitement inédit d'en faire 2, d'en faire 3, c'est encore plus rare. Donc d'en faire 4, elle sait que c'est une sorte de tournée d'adieu. Donc elle est en roue libre totale. On se souvient aussi d'elle qui nous avait expliqué que, eh bien, elle n'était pas là pour France Télévisions n'était pas là pour représenter la France telle qu'elle est, mais plutôt telle qu'on voudrait qu'elle soit. Qui est pareil, je trouve, une rupture déontologique majeure, notamment sur la fabrique de l'information. Comment peut-on avoir confiance dans l'information de France Télévisions, délivrée par France Télévisions, si on a sa présidente qui nous explique qu'au fond, l'intérêt, c'est pas tant de dire le réel, mais c'est de dire un réel qu'on aimerait, en tout cas, qu'on aimerait voir advenir. Donc, ce sont des ruptures qui sont fondamentales et qui interroge même sur des pressions que pourraient subir les journalistes de France Télévisions au quotidien. Oui. Quand vous voyez donc ces propos de Delphine Ernotte, quand vous voyez le profil, je vous en ai parlé, du numéro 2 de France Télévisions, Sid Montgomès, ancien militant de Jean-Luc Mélenchon, puis directeur des campagnes de Cécile Duflot et Eva Joly, qui est numéro 2 de France Télévisions, évidemment que les près de 4000 journalistes au quotidien n'ont pas un pistolet sur la tempe. Mais dans n'importe quelle entreprise, qu'elle soit publique ou privée, quand votre numéro 1 et votre numéro 2 partagent et assument des convictions politiques communes, vous êtes sûr que pour à minima être considéré dans les choix éditoriaux que vous allez faire, dans les émissions que vous allez proposer, pour avoir du temps d'antenne, pour être visible, pour durer dans cette entreprise, qui est une sorte de Graal, parce que ça reste quand même France Télévisions, eh bien vous allez essayer de vous compromettre, ou en tout cas de satisfaire la ligne politique globale assumée de votre numéro 1 et du numéro 2 de votre entreprise. Dans n'importe quelle entreprise, publique ou privée, que ce soit l'audiovisuel ou non, je pense que même dans votre quotidien, vous essayerez de vous conformer un peu à la vision des chefs pour ne pas être ostracisé ou pour à minima être considéré. Donc c'est extrêmement grave de tenir ce genre de propos. Sur l'Arcom, effectivement, j'ai auditionné, c'était la première audition de cette commission d'enquête, j'ai auditionné le président de l'Arcom qui, globalement, avait très peu de réponses à mes questions, ne connaissait pas ses critères d'attribution. Je lui ai par exemple posé la question, qu'est-ce qui fait que Philippe de Villiers est considéré comme un intervenant politique et donc son temps est décompté de celui de partis de droite, et on a Dupond-Moretti, on a Cécile Duflot, on a Daniel Cohn-Bendit qui ne sont pas considérés comme des intervenants politiques, donc en fait qui ont table libre et qui peuvent s'exprimer à l'envi. Il était incapable de me répondre sur des critères précis. Je lui ai demandé de me rappeler l'échelle des sanctions de l'Arcom et qu'est-ce qui justifiait que CNews et C8, sur les 15 dernières années, avaient eu quasiment 10 millions d'euros d'amende, là où sur les 15 dernières années, tenez-vous bien, l'audiovisuel public n'a pas eu 1 centime d'euro d'amende. Pourtant, on a quand même l'impression que les entorses se multiplient sur ces chaînes-là. Donc, il y a une sorte de 2 poids 2 mesures qui, je trouve, discrédite d'une certaine façon aussi le travail d'indépendance de l'Arcom. Et enfin, vous évoquiez peut-être des soupçons de manque d'indépendance de l'Arcom. Ça a été la première question de mon audition. Quand j'ai eu le président de l'Arcom, je lui ai dit « Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez vous présenter ?» Il s'est présenté longuement. Je lui ai dit « Mais présentez votre parcours longuement. » Il a simplement omis une chose, j'ai pas manqué de lui rappeler, c'est qu'il était passé par 4 cabinets ministériels. 4 cabinets ministériels dans une expérience professionnelle, c'est pas rien, c'est quand même une partie de votre vie, une partie de votre carrière. Donc, deuxième question de ma part, c'était, mais pourquoi avoir omis de nous dire que vous êtes passé par des cabinets ministériels ?
Il a botté en touche et je lui ai demandé de nous dire les ministres pour lesquels il avait travaillé. Bon, sur ces 4 cabinets ministériels, les 4 ministres pour lesquels il a travaillé étaient socialistes. C'est le cas aussi de son directeur général, Monsieur Denervaux, qui est aussi passé par des cabinets ministériels. 100% des cabinets ministériels par lesquels il est passé étaient des ministres socialistes. C'est le cas aussi d'une personne, et ça, je compte sur les médias pour en faire le retentissement, Monsieur Foued Berraoui. Monsieur Foued Berraoui, il a été nommé à l'Arcom à l'été dernier, été 2025, par le président de l'Arcom. Pourtant, Monsieur Foued Berraoui, il y a 1 an, à l'été 2024, appelait publiquement sur ses réseaux sociaux à une mobilisation indigéniste et antifasciste contre l'Empire Bolloré. Ce sont des propos et des prises de position publiques sur ses réseaux sociaux. Cette personne, 1 an après, est nommée à l'Arcom, qui est l'autorité publique indépendante, temple qui est censé garantir les principes d'honnêteté, d'indépendance, de pluralisme des médias. J'ai posé cette question-là au président de l'Arcom, qui a bafouillé, qui me dit n'avoir pas eu connaissance jusqu'à présent, jusqu'à cette audition quasiment, des propos de Foued Berraoui. Je dis maintenant que vous les avez, vous pourrez les vérifier, tout ça est public. Est-ce que vous comptez le démettre de ses fonctions ? Le président de l'Arcom a bégayé, a bafouillé, il m'a pas répondu, mais je compte monter au créneau parce que pour moi, une nomination comme celle-ci, eh bien, salit l'image de l'Arcom et mine la confiance que les Français devraient légitimement avoir à l'égard d'une telle autorité publique indépendante. Donc vous voyez, je suis en train de déterrer nombre de sujets, nombre de scandales qui, je pense, écœurent des millions de Français depuis que cette commission d'enquête est commise, et je compte obtenir des résultats. Je suis pas là simplement pour lever des lièvres. Derrière, il va falloir que la justice suive, il va falloir que des décisions soient prises, il va falloir rétablir un minimum d'objectivité et aussi en finir avec ce sentiment d'impunité qui, je pense, nous écœure au quotidien. Il est 9h45, si vous me permettez, Charles Along. J'ai une toute dernière question, puisque pour vous citer, vous parliez de cette roue libre totale de Delphine Ernotte. C'est une roue libre qui coûte très très cher aux Français. Et concrètement, depuis sa reconduction, la reconduction de son mandat, donc en mai 2025, est-ce qu'il y a eu des progressions ? Est-ce que vous avez pu établir, est-ce qu'elle a fait des économies ? Parce que elle promettait, elle a promis qu'il y allait avoir des choses qui allaient être arrangées de manière à, on va dire, arranger un peu ce déficit. Est-ce que il y a des choses que vous avez vues comme progression, et sinon, quelles sont ces marges d'ailleurs qui sont peut-être encore à empirer les finances, et quelles vont être les questions, alors sans trop nous en dire évidemment, mais concernant cette marge de progression et jusqu'à l'année prochaine ? Alors il y a eu aucune progression, c'est même tout le contraire. Ce déficit cumulé de Delphine Ernotte sur les dernières années de 80 millions d'euros prouve bien cette trésorerie qui est plongée dans le négatif, et ce risque de faillite et de dissolution prouve bien l'état catastrophique dans lequel se trouve aujourd'hui France Télévisions après 10 ans de mandat de Delphine Ernotte. Mais c'est même pire que ça. C'est même plus grave que ça. En 2015, quand Delphine Ernotte se présente devant les membres du CSA pour être nommée à la tête de France Télévisions, avec d'ailleurs le soutien de François Hollande, ça a été révélé par le président du CSA de l'époque, M. Schramek, qui explique avoir eu des pressions de François Hollande, eh bien elle promet au collège du CSA que lors de son premier mandat, elle mettra en place une comptabilité analytique. Comptabilité analytique, c'est quelque chose d'obligatoire pour un groupe de cette taille-là. C'est, pour les auditeurs, c'est une comptabilité qui permet d'affecter les coûts. C'est une comptabilité qui permet vraiment de voir, par exemple, combien coûte France TV Slash, quel est le coût exact de France Info, et d'éviter d'avoir juste un coût global pour le groupe, mais d'avoir une répartition fine de l'ensemble des coûts. Ce qui est la moindre des choses pour un groupe de cette taille-là. Elle le promet en 2015. Elle revient à la fin de son premier mandat pour se reporter candidate une deuxième fois. Les membres de l'Arcom, donc c'est l'ancien CSA devenu Arcom, lui disent « Mais qu'en est-il de votre comptabilité analytique que vous aviez promise il y a 5 ans ?» Elle me dit « Je ne l'ai pas encore mise en place, mais vous inquiétez pas, je vais la mettre en place pour mon deuxième mandat. » En 2025, elle se représente devant les membres de l'Arcom qui rebelotent, alors qu'il y a eu déjà des rapports de la Cour des comptes en 2016, des rapports de l'IGF en 2024, qui insistent sur l'importance cruciale de la mise en place de cette comptabilité analytique. Et en 2025, l'Arcom dit « Bon, ça fait quand même 2 mandats, est-ce que vous avez mis en place cette comptabilité analytique ?» Et elle répond « Non, je ne l'ai pas mise en place, mais je le ferai pour le 3e mandat. » Et si je vous parle de ça, c'est parce qu'il y a de très graves soupçons sur l'insincérité des comptes de France Télévisions. Pourquoi ? Parce que depuis le début du mandat de Delphine Ernotte, chaque année, elle se félicite dans des communiqués de presse que j'ai retrouvés d'avoir mis les comptes à l'équilibre. Et il a fallu attendre près de 10 ans que la Cour des comptes revienne pour se rendre compte qu'elle avait absolument pas mis les comptes à l'équilibre, mais qu'elle avait cramé la caisse de près de 81 millions d'euros
faisant peser un risque majeur sur la faillite de l'entreprise. Donc moi, l'une des questions que je vais lui poser cet après-midi, alors j'imagine qu'il y a une armée de lobbyistes qui doivent la conseiller depuis des semaines et qui écoutent probablement cette interview et qui vont préparer en urgence des réponses et des éléments de langage. Mais une question que je vais lui poser, c'est pourquoi avoir caché dans vos communiqués de presse que la situation de France Télévisions était critique ? Pourquoi, alors que la Cour des comptes ne comprend pas, je leur ai posé la question la semaine dernière, ne comprend pas de tels communiqués de presse alors qu'ils constatent un déficit de 80 millions d'euros, pourquoi avoir en quelque sorte menti aux Français sur l'état financier de France Télévisions? Et est-ce que le fait de ne pas avoir mis en place de comptabilité analytique, alors que vous l'aviez promis dès le premier jour de votre mandat depuis plus de 10 ans, n'est pas une révélation au fond de la manipulation comptable qui a lieu aujourd'hui chez France Télévisions pour éviter de faire toute la vérité sur l'affectation de l'argent public? Donc vous voyez, tout ça pour dire que c'est même pas qu'une question de est-ce que la situation est grave, dramatique, est-ce qu'on est au bord du précipice? C'est surtout d'où viennent ces soupçons d'insincérité des comptes? Est-ce qu'il y a eu manipulation et pourquoi avoir menti sur l'état financier de France Télévisions? En tout cas, nous allons suivre de très près cet après-midi. C'est à partir de 15h30, si je ne m'abuse. Vous devez suivre tout ça, chers auditeurs. C'est votre argent qui est en jeu dans tout ça. C'est notre argent. Ce qui est certain, c'est que je ne suis pas certaine que le service public et France Télévisions survivraient s'ils étaient aussi indépendants que nous chez Frontières. Donc, merci à tous de nous soutenir. Merci à tous de nous regarder ce matin et de continuer de partager, de faire des dons. Je le rappelle, on est en pleine campagne de dons, donc c'est aussi l'occasion d'en parler ce matin. 81 millions d'euros nets entre 2017 et 2024, c'est une honte absolue. Et s'il y avait, à la suite de cette commission d'enquête, une privatisation, je ne suis pas certaine qu'il jouerait encore avec le feu. Et je ne suis pas certaine d'ailleurs que beaucoup seraient prêts à mettre de telles sommes pour un média qui, je le rappelle, a dit que nous étions la fabrique du mensonge, concrètement. Je parle pas de Frontières, je parle plus généralement de toutes les personnes qui sont dites d'extrême droite, mais de fait de droite tout court, ça les dérange. Merci beaucoup Charles Laloncle d'avoir été avec nous ce matin. Merci à l'UDR d'avoir amené ce débat, d'avoir posé ces questions et de continuer de poser ces questions. Quand va se conclure cette commission d'enquête concrètement et qu'est-ce qui va en ressortir? Comment ça va se dérouler? Les dernières auditions se dérouleront probablement fin février. D'accord. Ça me laissera un mois plein pour rédiger le rapport. J'en ai la charge, ça va prendre du temps et donc je communiquerai les conclusions de mon rapport probablement fin mars ou début avril. Voilà pour la chronologie, ce qui nous laisse encore une bonne quarantaine d'auditions avec des personnes qui vont arriver la semaine prochaine. Je pense à Patrick Cohen, Thomas Legrand, je pense à Léa Salamé, Élise Lucet, Tristan Walex, je pense aussi à Mathieu Pigas, Xavier Niel, Nagui. Nagui qui d'ailleurs est la personne qui probablement sur les 10 dernières années s'est le plus enrichi sur l'argent public avec des clauses totalement exorbitantes accordées par Delphine Ernotte et France Télévisions. Donc voilà, ça fait beaucoup de monde. Quelques noms que je vous livre, mais ça appelle probablement à des auditions passionnantes sur les prochaines semaines. Programme très intéressant, programme télé très intéressant pour nos auditeurs. En tout cas, suivez tout ça, chers auditeurs, je le rappelle vraiment, mais c'est important. J'ai vraiment eu ce sentiment ces derniers jours qu'il y avait un tournant, que les gens commençaient à réaliser, mais c'est important de partager tout ça, de partager les liens aussi des directs pour vraiment suivre tout ça de très près. Merci beaucoup, Charles Laloncle, d'avoir été avec nous ce matin pour ces exclusivités. Alors que les États-Unis et la Hongrie les considèrent comme une organisation terroriste, en France, les antifas agissent en toute impunité. Violence, intimidation, dégradation, sabotage, ces militants de l'extrême gauche sont prêts à tout pour imposer leurs idées par la terreur. Frontières a enquêté sur la nébuleuse Antifa et sur l'un de ses leaders, aujourd'hui député de la France Insoumise, Raphaël Arnaud. Cette menace est trop souvent minimisée ou occultée par les politiques ou les médias, pourtant les faits parlent d'eux-mêmes. Dans notre nouveau hors-série, nous lèverons le voile sur cette mouvance dangereuse pour répondre à la question suivante. S'agit-il de la nouvelle menace terroriste ?